Imaginez l'hiver le plus brutal de l'histoire. Une jeune veuve et ses deux petits-enfants sont piégés dans une cabane glaciale. Le bois s'épuise à vue d'œil. S'ils chauffent trop, ils n'auront plus rien demain. S'ils économisent, ils gèleront cette nuit. Alors, pendant que le village dort, cette mère acculée prend une décision inimaginable. Ce qu'elle commence à creuser secrètement sous son plancher va soit les sauver, soit devenir leur tombeau. Découvrez comment ce secret a défié la mort. Restez bien avec moi jusqu'à la toute fin pour découvrir l'issue incroyable de ce face-à-face avec la mort. Avant de plonger dans les secrets de cette cabane, prenez une courte seconde pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez aujourd'hui. J'adore vraiment lire cela et découvrir d'où viennent mes auditeurs à travers le monde. Vous êtes prêts? Plongeons dans l'histoire. Le mercure du thermomètre accroché au mur de Rondin affichait à peine 5 degrés. Madeleine Cartier venait de vérifier ce chiffre pour la 3e fois depuis minuit, pressant son pouce contre le verre glacé comme si la simple chaleur de sa peau pouvait forcer le liquide à grimper. Il n'avait pas bougé. Nous étions à 3 heures du matin, en ce mois de novembre 1888, et les ténèbres à l'extérieur pressaient contre les petites fenêtres de la cabane. Ce n'était plus simplement de la météo. C'était une force brute, une entité pourvue d'intention, un prédateur silencieux qui avait choisi cette nuit précise pour tester la fragilité du monde que Madeleine tentait de maintenir autour de ses enfants. Elle se leva lentement de sa chaise en bois, les articulations raidies par l'immobilité, et traversa les quelques pas qui la séparaient du coin nord-ouest de la pièce. Là, sous une montagne de courtes pointes usées et d'une épaisse couverture de laine grise, dormaient Jeanne et Léo. Le poêle en fonte ronflait rudement derrière elle, dévorant le chêne fendu qu'elle y avait engouffré à 2 reprises depuis le soir. Et pourtant, le froid continuait de sourdre à travers le plancher, comme si les planches rugueuses n'étaient faites que de papier. Elle le sentait à travers les semelles de ses bas de laine. Un frisson insidieux qui lui remontait le long des chevilles venait se loger dans ses genoux et s'y installait comme une fatalité. Jeanne, recroquevillée sur le côté, ses cheveux bruns étalés sur l'oreiller, n'avait que 8 ans. Pourtant, elle portait déjà en elle cette tranquillité tragique, ce silence lourd des enfants qui ont compris trop tôt que certaines questions ne devaient plus être posées depuis la mort subite de leur père. Madeleine effleura le front de sa fille du dos de la main. Froid, certes, mais pas de ce froid qui fige le sang. Léo, en revanche, accaparait toute son angoisse. À 5 ans, son petit visage était d'une pâleur de cendre, même sous la lumière ambrée des braises. Ses lèvres affichaient une légère teinte bleutée, une ombre apparue il y a 3 semaines et qui refusait de s'effacer. Madeleine se laissa glisser à genoux près du lit de fortune. Elle approcha son oreille à quelques centimètres de la bouche de son fils. Il était là, ce son qu'elle redoutait tant. Une respiration courte, humide, un léger sifflement râpeux à chaque inspiration. Ses petits poumons frêles menaient une bataille inégale contre le gel qui s'infiltrait de l'intérieur. Ce n'était pas encore l'agonie, non, mais c'était la note annonciatrice, celle qui serre la poitrine d'une mère comme une corde comptant à l'extrême, sans savoir quand elle finira par rompre. Veuve depuis à peine quelques mois, le deuil était un vêtement lourd qu'elle portait chaque jour, mais ce soir, elle n'avait pas le luxe de s'effondrer. Elle retourna s'asseoir et fit face à l'ennemi invisible. Son esprit se mit à tourner autour de la seule chose qu'elle pouvait encore contrôler, la seule chose qu'elle pouvait encore mesurer. Son tas de bois, adossé au mur sud, à l'extérieur. Le calcul qu'elle refaisait inlassablement dans sa tête prenait la forme d'une équation mortelle. Thomas, son mari, n'avait pas eu le temps d'en couper assez avant que la forêt ne l'emporte. Si elle réduisait le feu pour économiser les bûches, la température de la cabane chuterait à un niveau que les poumons de Léo ne pourraient tout simplement pas supporter. S'il respirait cet air de glace, il mourrait. Mais si elle continuait à alimenter le poêle au rythme qu'exigeait cette sauvagerie hivernale, le tas de bois serait entièrement consumé au milieu du mois de janvier. Ils gèleraient tous les 3 dans le noir, bien avant les premiers dégels du printemps. Madeleine était une femme lucide, et c'était précisément là que résidait le cauchemar. Il n'y avait aucune pitié dans ces mathématiques implacables. Le craquement sinistre des pas dans la neige durcie brisa le silence mortel de l'après-midi. Gaspard Blais n'était pas un homme qui s'annonçait avec chaleur. Il était le marchand général de la vallée, un homme dont les traits semblaient avoir été taillés par des décennies de vents glaciaux sans jamais s'adoucir. Lorsqu'il descendit de son traîneau ce jour-là, au début du mois de décembre, ses mouvements étaient lents, délibérés. C'est un homme qui n'a jamais besoin de se presser car il détient le contrôle absolu. Madeleine l'accueillit sur le seuil, refusant instinctivement de le laisser franchir la porte. Sans un mot de compassion, il fouilla sous son épais manteau de laine et en sortit un petit registre relié de cuir usé, l'ouvrant à une page qu'il connaissait visiblement par cœur. Sa voix s'éleva, plate et mesurée, dépourvue de la moindre hésitation. Il ne venait pas aux nouvelles,
Il venait réclamer son dû. 150 $. Le sang déserta le visage de Madeleine avec la lenteur terrifiante d'un sablier qui se vide. Elle resta muette, non pas parce qu'elle manquait de mots, mais parce que son esprit luttait pour donner un sens à cette abomination. 150 $. C'était une somme astronomique, une montagne infranchissable. Blais, avec la précision chirurgicale d'un bourreau courtois, détailla l'origine de cette condamnation. Un prêt contracté par Thomas en février dernier pour acheter de l'équipement forestier, gonflé par des intérêts exorbitants et une ligne de crédit au magasin. L'ultimatum tomba avec la lourdeur d'un coup près. Si la somme n'était pas réglée ou si l'acte de propriété ne l'était pas cédé avant Noël, elle, ses enfants perdraient tout. Il lui laissait jusqu'au printemps pour quitter les lieux si elle signait immédiatement, ajouta-t-il, comme s'il lui offrait là un acte de grande mansuétude. « Vous me demandez ma maison en plein hiver, murmura-t-elle, la gorge nouée. Il répondit simplement qu'il ne faisait que réclamer la résolution d'une dette. En regardant le visage de marbre du marchand, Madeleine comprit que les chiffres étaient exacts. Et sous la terreur pragmatique de se retrouver à la rue se cachait une blessure bien plus intime, infiniment plus cruelle. Thomas lui avait menti par omission. Cet homme qu'elle avait tant aimé, qui partait chaque matin affronter les bois avec un sourire rassurant, portait ce secret écrasant dans l'ombre. Elle se souvint de sa tendance à tout intérioriser, à vouloir la protéger des rudesses du monde. Aujourd'hui, cette protection mal placée se transformait en une sentence de mort. Il l'avait laissée seule, les mains vides, face au loup. Blais referma son registre, remonta sur son traîneau sans hâte et disparut dans le blanc infini, ne laissant derrière lui que le sifflement du vent qui reprenait ses droits. Madeleine resta figée sur le seuil. Devant elle, le ciel s'assombrissait, lourde menace. Quelques misérables pièces dans une boîte de fer blanc, 150 $ de dette et à peine quelques semaines avant Noël. L'angoisse aurait dû la mettre à genoux, la broyer jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des larmes gelées. Elle pensa à l'expulsion, à Léo toussant près du feu, à l'injustice vertigineuse de cette existence qui ne pardonnait aucune faiblesse. Et soudain, au centre même de sa poitrine, là où le désespoir aurait dû creuser son trou, quelque chose de froid, de lourd et d'indestructible se mit en place. Ce n'était plus de la tristesse. Ce n'était même plus de la peur. C'était une obstination féroce, une rébellion pure née de l'épuisement absolu. Elle refusa de céder. Elle refusa de mourir. La tempête s'annonçait au dehors, mais c'est un tout autre tumulte qui grondait désormais dans l'esprit de Madeleine. Plantée au centre de la pièce, elle baissa les yeux vers le plancher de pin rugueux. Sous ses pieds, l'air glacial s'engouffrait librement à travers les interstices, un vent assassin glissant entre les pilotis de cèdre qui surélevaient la cabane. C'était ce vide qui les tuait à petit feu. Pourtant, en fixant ses lattes de bois tremblantes, une voix oubliée remonta des abysses de sa mémoire. Celle de son père. Un homme rude, aux poumons noircis par des décennies passées dans les mines souterraines, qui connaissait les entrailles du monde mieux que la surface. Elle devait avoir 13 ans lorsqu'il avait pressé la paume de sa main contre la paroi de roc sombre d'un tunnel. Il lui avait transmis ce jour-là une vérité absolue, une loi que ni le blizzard ni les hommes ne pouvaient corrompre. La terre ne ment pas. Madeleine avait-il grondé de sa voix éraillée. Été comme hiver, peu importe la fureur du ciel, tu descends à 5 pieds de profondeur et la roche te garde à 10 degrés. La terre retient la chaleur que l'air gaspille. À l'époque, cette leçon n'était qu'une curiosité. Ce soir, c'était une bouée de sauvetage jetée dans un océan de glace. Elle s'agenouilla dans le coin nord-ouest, posant ses deux mains à plat sur le bois gelé. Sous ce vide balayé par la bise, il y avait le sol. Et sous cette croûte durcie par le gel, à 5 pieds de profondeur, régnait cette tiédeur constante, immuable. Elle n'était pas femme à s'enflammer pour des chimères. Son esprit, méthodique par nécessité, commença à disséquer le problème sous tous ses angles, cherchant la faille dans son propre espoir. Il lui faudrait retirer les planches sans éveiller les enfants. Il lui faudrait percer la première couche de permafrost avec une simple pelle et la vieille pioche de Thomas, dans un espace où elle pouvait à peine se tenir accroupie. Elle estima le temps à sa disposition. 4 semaines avant que les véritables tempêtes de janvier ne viennent sceller leur tombeau. Elle travaillerait la nuit, 2 ou 3 heures, sacrifiant son propre sommeil. Quant à la terre excavée, elle la disperserait chaque aube sur son potager endormi, la dissimulant sous la neige comme un simple travail de préparation printanière. Chaque objection technique qui traversait son esprit trouvait sa parade dans l'instinct de survie d'une mère acculée, refusant catégoriquement la défaite. La nuit était maintenant totale, lourde, seulement brisée par le râle continu de la respiration de Léo et le souffle régulier de Jeanne. Madeleine s'approcha de la porte, décrocha le lourd manteau de toile de son défunt mari, celui dont le col élimé sentait encore la sève de pin et le tabac froid. L'enfiler fut comme sceller un pacte silencieux avec les fantômes de cette maison.
Elle sortit furtivement chercher la bêche dans la remise à outils, s'est pas étouffée par la neige fraîche, puis revint s'enfermer. Avec une délicatesse qui contrastait violemment avec l'urgence de son ambition, elle écarta le tapis tressé et fit doucement levier pour soulever les 3 lattes qu'elle avait repérées dans le coin le plus sombre de la pièce. Le froid direct du vide sanitaire lui fouetta immédiatement le visage, pur, tranchant, sans aucun obstacle. En bas, à peine à un demi-pied sous le niveau du plancher, la terre grise de la vallée l'attendait, figée, dure comme une armure. Elle descendit dans cet espace exigu, l'arme rudimentaire serrée à 2 mains. Elle prit une profonde inspiration qui lui brûla les poumons, leva la pelle et frappa de tout son poids. Le choc en retour fut d'une brutalité inouïe. Une vibration électrique et douloureuse remonta le long du manche en frêne, lui lacérant instantanément la base des paumes et lui secouant les épaules jusqu'à la nuque. La terre gelée refusait de céder, la rejetant avec la force écrasante d'un mur de pierre massif. Mais Madeleine ne recula pas, n'émit pas le moindre gémissement. Elle resserra sa prise, repositionna ses bottes sur le sol glissant, et abattit le fer une 2e fois, puis une 3e, guidée par une rage silencieuse. Sous la morsure du froid, sous la chair meurtrie qui menaçait déjà de se fendre, un bruit sourd se fit entendre. La première croûte de terre noire finit par se fissurer et éclater. Elle en ramassa les morceaux gelés pour les jeter dans son premier sac en toile. C'était infime, une misérable victoire dans une immensité glaciale, mais c'était le premier pas vers leur sanctuaire. La guerre contre l'hiver venait de commencer, et Madeleine avait choisi son champ de bataille, les entrailles même de la terre. La routine s'installa avec la rigidité d'une sentence carcérale, rythmée uniquement par le souffle rauque de Léo et les craquements sinistres de la cabane sous les assauts du vent. Dès que Jeanne et son petit frère sombraient dans le sommeil lourd des enfants épuisés par le froid, Madeleine repoussait silencieusement le tapis tressé et soulevait les 3 lattes de pain. Elle descendait dans la fosse à la lueur avare d'un simple bout de chandelle, minutieusement dissimulé derrière un vieux seau rouillé. Il fallait impérativement que la moindre lueur soit étouffée, qu'aucun reflet ne trahît son secret sous la fente de la porte. Là, dans cette obscurité mouvante et glacée, elle reprenait son combat. Les 8 premiers pouces de sol gelé furent un enfer d'une monotonie terrifiante. La terre ne cédait pas par degrés. Elle résistait de toute sa masse compacte jusqu'à ce qu'un coup de pioche, donné sous le même angle et avec la même force désespérée, finisse par la briser nette. L'effort réclamait un tribut physique exorbitant. Dès la 3e nuit, les paumes de Madeleine n'étaient plus qu'un champ de cloques éclatés. Le manche de frêne, rendu glissant par la sueur froide et le sang séché, frottait la chair à vie jusqu'à ce que la peau apprenne la leçon et se cuirasse d'épaisses callosités jaunâtres. Chaque mouvement des épaules déclenchait une douleur fulgurante, une brûlure musculaire profonde qui s'irisait dans son dos et refusait de s'éteindre à l'aube. Pourtant, elle ne s'accordait aucune pitié, aucun répit. Le rythme devait être maintenu coûte que coûte, frapper, gratter, remplir les lourds sacs de toile grossière et les hisser hors du trou à la seule force de ses bras avant que la nuit ne s'achève. Au petit matin, avant même que le soleil pâle ne vienne blanchir la crête des Laurentides, commençait la 2e phase de son calvaire clandestin. Elle chargeait les sacs sur ses épaules meurtries et se glissait dehors, le visage mordu par le blizzard. Elle marchait jusqu'au potager endormi, du côté sud de la maison, et dispersait précautionneusement la terre excavée. D'un lent mouvement de bottes, elle l'étalait en une fine couche sur la neige durcie, maquillant son labeur herculéen en de banals préparatifs agricoles. Elle craignait constamment que l'œil aiguisé d'un voisin de passage ne devine l'ampleur du terrassement. Si la communauté découvrait qu'une veuve détruisait les fondations de sa propre maison au cœur de l'hiver, on l'enfermerait pour folie bien avant qu'elle n'ait pu prouver qu'elle construisait un miracle. Et puis, au bout de la 2e semaine, ce miracle commença silencieusement à se manifester. Sous l'épaisse carapace de permafrost, la lame de la pelle s'enfonça soudainement avec une sonorité différente, plus sourde, plus tendre. La terre changeait de nature. Elle devenait plus sombre, subtilement humide, presque malléable. Madeleine retira son gant troué et pressa ses doigts nus contre la paroi de la fosse, désormais creusée à plus de 2 pieds de profondeur. Une sensation vertigineuse l'envahit. Ce n'était pas une chaleur brûlante, non, mais c'était la fin de la morsure assassine de l'air ambiant. C'était la tiédeur vitale de la roche-mère, cette promesse souterraine qui refusait de céder au gel mortel de la surface. Cette victoire infime infusait à ses muscles une énergie farouche. Lorsqu'elle remontait à l'aube, exténuée, les cheveux poisseux de terre humide, elle remarquait un changement infime et crucial dans la cabane. La toux de Léo, sans disparaître tout à fait, avait perdu son écho caverneux. Sa respiration semblait s'être stabilisée, apaisée par le fait que le vent ne s'engouffrait plus autant sous le plancher. Madeleine bandait ses mains en sang avec des lambeaux de tissu propre, écoutait le murmure régulier de son fils endormi, et savait avec une certitude absolue qu'elle redescendrait la nuit suivante, prête à éventrer la montagne à main nue s'il le fallait.
La 17e nuit commença comme les précédentes, dans le silence ouaté d'une cabane qui luttait de toutes ses forces contre le gel mortel. Madeleine s'était glissée sous les lattes avec la fluidité de l'habitude, ses muscles meurtris mémorisant désormais chaque angle étriqué de la fosse. L'air y était lourd, saturé d'une odeur minérale rassurante qui contrastait de manière saisissante avec le vent tranchant du dehors. Mais alors qu'elle abattait sa pioche avec la force sourde de sa routine nocturne, un choc métallique d'une violence inouïe lui remonta le long des bras, lui arrachant un grognement de douleur étouffée. Ce n'était pas la résistance pâteuse de l'argile compactée, ni même la fermeté ligneuse d'une vieille racine enfouie. C'était un arrêt brutal, absolu. La lame venait de rebondir sèchement en arrachant une brève étincelle à l'obscurité. Elle dégagea fiévreusement la terre meuble à la seule force de ses mains écorchées. Sous la lueur tremblotante de la bougie, une surface grise et impitoyable apparut, froide comme un linceul. Un bloc de granit massif. Il ne se trouvait pas dans un coin, là où elle aurait pu l'ignorer ou le contourner facilement, mais trônait presque au centre exact de l'espace vital qu'elle tentait d'arracher à la montagne. Pendant les 3 nuits qui suivirent, Madeleine s'acharna avec la rage aveugle du désespoir. Elle frappa la pierre sous tous les angles imaginables, cherchant la moindre fissure, la moindre faiblesse, appliquant obstinément les méthodes que son père utilisait autrefois pour lire les veines de la roche. Mais le granit des Laurentides n'offrait aucune concession, aucune pitié. Il absorbait chaque coup, ébréchant cruellement le métal de la pioche et renvoyant l'onde de choc jusque dans les os de la jeune veuve. Son épaule droite se mit à irradier d'une douleur lancinante, profonde, comme si l'articulation elle-même menaçait de se fissurer sous l'effort. Au 4e jour de cette lutte inégale, l'abattement absolu finit par la terrasser. Assise au bord du cratère souterrain, les paumes en sang, la pioche posée sur ses genoux tremblants, elle regarda ce monstre de pierre qui réduisait ses fragiles calculs à néant. La résignation, cet ennemi intime qu'elle tenait à distance à force de volonté pour depuis des semaines, la submergea tout entière. Elle avait tout mesuré avec une précision mathématique. Si l'espace n'était pas suffisant pour accueillir une plateforme capable d'isoler 3 corps du sol, tout ce labeur titanesque n'aurait servi à rien. Léo mourait et l'aurait tué en s'épuisant en vain dans les ténèbres. Elle n'entendit pas Jeanne s'approcher dans l'ombre. La petite fille, enveloppée dans sa courte pointe élimée, se tenait silencieusement au bord de la trappe ouverte. Ses grands yeux sombres fixaient la fosse, puis le visage ravagé de sa mère, avec la clairvoyance tranquille des enfants qui n'ont pas encore appris à s'encombrer de daubes architecturaux. Sa petite voix s'éleva dans la pénombre, d'une douceur pragmatique qui trancha net dans l'apocalypse intérieur de Madeleine. « Pourquoi tu ne creuses pas simplement autour, maman ?» Madeleine releva la tête, le souffle coupé. Elle contempla le visage de Jeanne, puis baissa les yeux vers le bouclier de granit. La vérité, d'une simplicité éblouissante, la percuta. L'obsession de son plan originel, dessiner un carré parfait, l'avait rendu complètement aveugle à la réalité de la Terre. La pièce n'avait pas besoin de respecter une géométrie stricte dictée par des lignes imaginaires. Elle avait seulement besoin de préserver leur vie. Si la pierre occupait le centre, l'espace épouserait ses contours, formant un coude protecteur. Le rocher n'était plus un adversaire féroce qui lui barrait la route. Il venait d'être redéfini en une fraction de seconde. Il serait un mur porteur naturel, une forteresse inébranlable offerte par la montagne elle-même. Sans prononcer un mot, Madeleine posa sa main calleuse sur la joue chaude de sa fille. L'angoisse s'évapora, remplacée par une détermination nouvelle, infiniment plus souple, infiniment plus intelligente. Elle redescendit dans la fosse, ajusta sa prise sur le manche meurtri et commença à creuser la terre docile qui bordait la pierre invaincue. La lune de décembre jetait un éclat d'os sur les eaux noires et figeantes de la rivière, à la lisière silencieuse du village. Madeleine, le souffle court et brûlant, l'échine courbée sous le poids écrasant d'un sac de toile rempli de pierres plates, luttait âprement contre la pente glacée de la berge. Il lui fallait absolument ces pierres lourdes pour ériger les murs de soutènement de son sanctuaire souterrain, et chaque voyage nocturne drainait impitoyablement le peu d'énergie vitale qui lui restait. Alors qu'elle s'apprêtait à reprendre son ascension titubante, les bottes glissant sur le givre, une ombre massive se détacha soudainement de la ligne sombre des sapins. Son cœur fit un bond douloureux, frappant ses côtes comme un oiseau affolé. Émile, le charpentier taciturne de la vallée, se tenait là, parfaitement immobile dans le froid mordant. C'était un homme profondément solitaire, aux mains larges burinées par le travail et au regard insondable, connu de tous pour réparer les toitures en silence et disparaître l'instant d'après. Madeleine se figea, pétrifiée par la terreur à l'idée que son secret, sa seule et unique chance de survie, ne soit révélé au grand jour et détruit par l'incompréhension cruelle des villageois. Mais Émile ne posa aucune question accusatrice. Ses yeux clairs,
habitués à mesurer les structures, descendirent vers le sac détrompé, évaluèrent instantanément la taille, le poids et la forme des roches de rivière, puis remontèrent vers le visage ravagé par l'épuisement de la jeune veuve. Il avait coulé et bâti assez de fondations dans sa vie pour reconnaître des matériaux purement structurels quand il les voyait. Le lendemain matin, à la première heure, il se présenta à la porte de la cabane. Sans prononcer un mot, Madeleine l'invita à entrer et repoussa d'un geste lent le tapis tressé. Émile s'agenouilla au bord du gouffre béant, inspectant l'excavation profonde, l'intégration géniale du bloc de granit massif au centre de la géométrie et palpant de ses doigts rugueux la terre curieusement tiède des parois. Il comprit immédiatement l'ampleur et la brillance absolue du projet. Elle allait chercher la chaleur immuable des profondeurs pour vaincre la fureur de l'hiver. Se relevant avec une lenteur respectueuse, il croisa le regard anxieux de Madeleine, d'une voix basse et rocailleuse, lui proposa un pacte d'une simplicité totale. Il lui prêterait la force de ses bras et ses 20 années d'expertise en charpente pour achever l'ouvrage, en échange de quoi elle lui enseignerait cette science secrète de la terre qu'il ignorait complètement. Dès la nuit tombée, la dynamique sous le plancher instable changea radicalement. L'arrivée d'Émile transforma une lutte solitaire et désespérée en un chantier d'une précision méthodique. Il savait exactement comment emboîter les pierres de rivière sans utiliser le moindre mortier, afin que le poids naturel du mur renforce sa propre stabilité au lieu de provoquer un effondrement mortel. Surtout, il apporta une pièce maîtresse vitale à laquelle Madeleine, aveuglée par l'urgence, n'avait pas osé songer, un système de ventilation. Avec des tuyaux de fonte habilement récupérés dans les ruines d'une scierie, il conçut un conduit d'aération parfaitement dissimulé. Il lui expliqua, avec la gravité sombre d'un homme qui a déjà vu le monoxyde de carbone décimer silencieusement des familles entières, qu'un espace clos abritant la respiration de 3 personnes deviendrait très vite un tombeau sans un renouvellement d'air constant. Il installa même un système complexe à double valve, anticipant silencieusement la terrible hypothèse qu'ils pourraient être bien plus nombreux à devoir s'y réfugier quand la grande tempête frapperait. Entre eux, dans cette pénombre suffocante et terreuse, une chorégraphie silencieuse et magnifique se mit en place. Il n'y avait pas besoin de grandes conversations, ni d'épanchements superflus. Leur intimité naissante se forgeait exclusivement dans le rythme régulier des pelles, le frottement rugueux des pierres qu'ils s'échangeaient et la poussière partagée. Madeleine apprit au fil des nuits qu'Émile portait ses propres fantômes, une femme bien aimée emportée par la fièvre des années plus tôt, une perte dévastatrice qui l'avait poussé à s'isoler dans ces montagnes hostiles. Il ne cherchait pas de réconfort, il cherchait simplement un but à défendre. Et dans la moiteur protectrice de cette cavité salvatrice, à l'abri du vent qui hurlait sa rage au-dessus de leur tête, la jeune veuve sentit pour la toute première fois depuis la disparition de Thomas qu'elle ne portait plus seule le poids écrasant de la survie. La terre brute se refermait doucement autour d'eux, non pas comme une tombe précoce, mais bel et bien comme un berceau de résilience, solidifié à jamais par l'alliance inattendue de 2 âmes brisées refusant obstinément de plier le genou face à l'hiver. Le soir du 17 décembre marqua la fin de leur labeur titanesque. Dans le ventre noir de la terre, le sanctuaire était enfin achevé. L'espace irrégulier, dicté par l'encombrement du bloc de granit massif, dégageait désormais une solidité rassurante, presque sacrée. Les murs de soutènement, constitués de lourdes pierres de rivière patiemment empilées par Émile et Madeleine au fil de leur nuit d'insomnie, étaient méticuleusement calfeutrés. Chaque interstice avait été bourré d'écorce de pin et de mou séchée, formant une barrière isolante parfaite entre la roche froide et la terre brute. Dans le coin opposé au roc invaincu, une plateforme en bois surélevé de 2 pieds flottait au-dessus du sol nivelé, construite avec de solides madriers dont Émile n'avait jamais révélé la provenance exacte. Les tuyaux de ventilation en fonte s'élevaient silencieusement vers la surface, dissimulés à l'extérieur sous l'apparence de banales infrastructures de drainage. La trappe d'accès, équipée de charnières invisibles et d'une poignée encastrée, se fondait avec une perfection absolue sous le vieux tapis tressé du salon. Madeleine alluma un minuscule bout de chandelle et amorça la descente inaugurale. L'air l'enveloppa instantanément d'une douceur déconcertante. Ce n'était ni la chaleur agressive et étouffante d'un poêle surchauffé, ni le froid tranchant et carnassier de la surface. C'était l'absence totale de vent, une immobilité atmosphérique qui, après des semaines à subir des courants d'air glaciaux, paraissait presque surnaturelle. Elle n'était pas retournée sous terre depuis les jours lointains passés dans les mines avec son père, mais l'odeur minérale et l'acoustique feutrée ravivèrent instantanément sa mémoire. Les sons s'éteignaient contre les pierres au lieu de les transpercer. Émile lui tendit un thermomètre en laitant sans prononcer une syllabe. Elle l'accrocha au clou rouillé planté dans la poutre supérieure et laissa le mercure trouver son équilibre naturel. Le monde au-dessus de leur tête grelottait à moins 10 degrés Celsius. La cabane, malgré le feu de chêne qui dévorait leurs ultimes réserves, peinait à maintenir un misérable 8 degrés. Madeleine approcha la flamme vacillante du cadran de verre poussiéreux. 11 degrés. 52.
degrés Fahrenheit. Là, dans cette cavité arrachée à la montagne de ses propres mains ensanglantées, la terre accomplissait très exactement la promesse murmurée par son père 20 ans plus tôt. Elle préservait sa propre tiédeur, majestueusement indifférente à la cruauté du ciel, au gel mortel et à la noirceur implacable de l'hiver québécois. Ce soir-là, elle fit descendre ses enfants pour la toute première fois. Elle aida Jeanne à poser le pied sur le premier barreau de l'échelle, puis guida prudemment Léo, dont les petites mains se crispaient sur le bois avec la concentration solennelle de l'enfance. Lorsqu'il vit tous les trois réunis sur la plateforme et que la lourde trappe se referma au-dessus d'eux avec un bruit mat, un miracle silencieux s'opéra. Jeanne regarda les ombres dorées danser sur les pierres de rivière et murmura, avec la voix tremblante de quelqu'un qui vient de découvrir un continent oublié, que le silence y était magnifique. Le rugissement perpétuel de la vallée n'était plus qu'une vibration lointaine, inoffensive. Léo, lui, tendit sa petite main pâle pour toucher la paroi rugueuse. Il leva les yeux vers sa mère, ses lèvres ayant enfin perdu leur redoutable teinte bleutée. Les tremblements convulsifs qui secouaient son frêle squelette depuis des semaines s'étaient arrêtés net. Il n'avait plus froid. Madeleine ne pleura pas. L'épuisement absolu avait tari ses larmes depuis bien longtemps, mais une émotion infiniment plus vertigineuse lui noua la gorge. Elle posa sa paume couverte de callosité contre le mur de pierre fraîche. Elle venait de défier la terrifiante mathématique de l'hiver. Par la seule force de son obstination, elle venait d'arracher la chair de sa chair aux griffes acérées du blizzard. Le compte à rebours touchait à sa fin. À peine 3 jours avant Noël, sous un ciel bas qui pesait lourdement sur la vallée, Gaspard Blais fit son retour. Le craquement sinistre des patins de son traîneau sur la glace résonna comme une condamnation à mort. Il descendit avec la raideur d'un homme qui a déjà pris sa décision, l'acte de saisie soigneusement plié dans la poche intérieure de son épais manteau. Madeleine l'attendait sur le seuil, le regard dur, le dos droit. Blais n'avait pas l'intention de s'éterniser dans le froid mordant. Avec cette courtoisie glaciale qui le caractérisait, il lui rappela l'échéance. Il voulait son argent, ou sa signature au bas du document qui la jetterait, elle et ses 2 enfants, dans la neige implacable. C'est alors que Madeleine abattit sa dernière carte. Une carte forgée dans la terre, l'obscurité et le sang de ses propres mains. Elle ne pleura pas, elle n'implora aucune pitié. D'une voix d'un calme absolu, elle lui fit une contre-proposition sidérante. Elle lui offrait un secret, une connaissance capable de vaincre l'hiver, une méthode de construction souterraine testée et prouvée, capable de maintenir une chaleur vitale sans l'ajout du moindre feu. Elle lui expliqua le principe géothermique, la température constante de la roche à 5 pieds de profondeur, le sanctuaire parfait qu'elle venait tout juste d'achever. Elle lui offrait d'échanger cette vérité, qui sauverait indéniablement des vies dans le village, contre l'annulation totale de la dette de Thomas. Des enfants allaient mourir cet hiver, affirma-t-elle le regard brûlant, et ce savoir inestimable valait infiniment plus qu'une poignée de pièces. Mais Blais resta de marbre. Prisonnier de sa logique marchande, aveuglé par les colonnes rigides de son grand livre de comptes, il rejeta l'offre avec une moue presque méprisante. Il rétorqua sèchement qu'il ne négociait pas avec des idées invisibles ou de nobles intentions. Il échangeait des biens tangibles, du grain, du bois, de la monnaie trébuchante. Une promesse de chaleur sous la terre ne remboursait pas $150. Il rengaina son document et lui laissa jusqu'au matin de Noël. Pas un jour de plus. Puis, il tourna les talons, intimement satisfait de son impitoyable droiture morale. Alors que la silhouette du traîneau s'effaçait dans la brume blanche, Madeleine remarqua le changement. Ce ne fut pas progressif. Ce fut d'une brutalité foudroyante. Le vent, qui hurlait sans relâche depuis des semaines, tomba subitement. Un silence de mort, lourd, poisseux et asphyxiant, s'abattit sur la forêt boréale. Plus un seul craquement de branches, plus un seul cri d'oiseau. Les bêtes avaient totalement déserté les cimes où s'étaient terrées dans les entrailles du monde. Madeleine leva les yeux vers l'ouest. Au-dessus de la ligne noire des sapins, le ciel avait pris une teinte d'encre écrasante, un gris violacé d'une densité terrifiante, mouvant non pas comme un simple nuage, mais comme une volonté destructrice vivante. Ce n'était pas une bourrasque qui s'annonçait. C'était un effacement total. Avant que la nuit ne tombe tout à fait, une silhouette familière émergea de l'ombre à grandes enjambées. Émile. Il portait sur son épaule de lourdes planches de chêne et un ballot de toile contenant de nouveaux raccords de fonte. Son visage, d'ordinaire impassible, trahissait une urgence sombre et silencieuse. Il ne prit même pas la peine de saluer. Il lui murmura simplement que l'opérateur du télégraphe du bout voisin avait lancé l'alerte avant que les lignes ne meurent. Une dépression monumentale fonçait sur eux. Il se mit immédiatement au travail, renforçant la trappe de la cabane avec des poutres massives, s'assurant frénétiquement que le système de double ventilation était prêt à affronter des congères de plusieurs mètres.
Le grand blizzard du siècle était là, et il allait juger l'œuvre de leurs mains sans aucune clémence. L'apocalypse blanche ne s'annonça pas par des murmures plaintifs, mais par un rugissement fracassant qui fit trembler les fondations mêmes du monde. Au cœur de la nuit, le vent percuta la cabane avec la violence aveugle d'un bélier de glace. En l'espace de quelques heures, le modeste refuge de bois au-dessus du sol cessa d'être un abri pour devenir un véritable cercueil glacé. Le poêle en fonte, pourtant bourré à ras-bord de bûches de chêne, devint dérisoire face à la fureur qui s'infiltrait par chaque interstice, chaque jointure affaiblie par la tempête. Le givre recouvrit les murs intérieurs d'une croûte scintillante et implacable. Madeleine sut instantanément que la bataille de la surface était perdue. Sans perdre une précieuse seconde, elle rassembla les épaisses couvertures, les provisions maigres et la lampe à huile, puis guida précipitamment Jeanne et Léo vers la trappe dissimulée. La descente dans les entrailles de la terre fut une véritable traversée entre deux dimensions. En haut, c'était le chaos absolu, un maelstrom assourdissant où l'air se solidifiait en lames tranchantes. En bas, dès que le lourd panneau de chaîne renforcé par Émile se referma avec un claquement mat, le silence géothermique les enveloppa comme une étreinte protectrice. Le contraste était d'une brutalité merveilleuse. Le monstre hurlait sa rage juste au-dessus de leur tête, griffant le plancher de ses serres invisibles, mais dans ce petit espace confiné et tapissé de pierre, la température refusait obstinément de chuter. La terre tenait fermement sa promesse. Adossée à la paroi rugueuse, Madeleine sentit le rythme cardiaque affolé de ses enfants ralentir peu à peu. Dans cette obscurité moite, seulement trouée par la flamme vacillante de l'huile rationnée, l'angoisse céda la place à un émerveillement sourd. Ils étaient en vie, enfouis dans le ventre tiède d'une montagne qui refusait de les recracher. Mais cette rêve miraculeuse fut brutalement anéantie au cœur de la deuxième nuit de ce siège interminable. À travers le grondement continu du blizzard, un son anormal perça l'épaisseur du bois et de la terre. Ce n'était pas le vent, c'étaient des coups, des frappes sourdes, rythmiques, chargées d'un désespoir animal, heurtant la porte d'entrée de la cabane abandonnée. Madeleine se figea, le sang pétrifié dans ses veines. Qui pouvait survivre là-haut dans ce néant meurtrier? Laissant Jeanne serrer son petit frère contre elle, elle gravit l'échelle avec une précipitation mêlée de terreur. Lorsqu'elle souleva la trappe, le froid la frappa au visage comme une masse d'acier. La cabane était méconnaissable, balayée par des congères intérieures, plongée dans une température bien inférieure à celle de la mort. Elle lutta de tout son poids contre la porte d'entrée bloquée par la neige amoncelée. Lorsqu'elle parvint enfin à l'entrebâiller, une masse humaine s'effondra littéralement sur le plancher gelé. C'était Marguerite, la voisine robuste qui vivait à un quart de mille plus à l'est. Autour d'elle, accrochés à ses juperettes de gel, se trouvaient ses 3 enfants. Leurs visages n'étaient plus que des masques d'une pâleur cadavérique, leurs lèvres grises figées dans un rictus de terreur pure. La cheminée de leur maison avait craqué sous la pression cyclonique de la tempête, crachant un monoxyde de carbone invisible qui les avait contraints à fuir dans la nuit meurtrière plutôt que de mourir asphyxiés dans leur sommeil. Marguerite n'avait plus la force d'articuler un seul son, ses yeux vitreux suppliant silencieusement. Madeleine ne posa aucune question. Puisant dans des réserves d'énergie qu'elle ne se connaissait pas, elle agrippa la mère à bout de force et les petits corps engourdis, les traînant un à travers la pièce glaciale jusqu'au trou salvateur. Elle les fit glisser presque brutalement le long de l'échelle, les entassant sur la plateforme de bois avant de verrouiller la trappe sur le hurlement triomphant de la tempête. L'espace, méticuleusement calculé et ingénieusement bâti pour abriter la respiration de 3 personnes, en contenait soudainement 7. Dans la lueur tremblante de la lampe, l'air parut instantanément plus lourd, chargé d'une humanité grelottante. Le sanctuaire venait de sauver ses âmes in extremis, mais cette surpopulation soudaine imposait un défi terrifiant aux murs de pierre. Le huis clos commença dans une atmosphère de fin du monde, là où les parois de pierre semblaient soudain se rapprocher des visages. Avec ses corps entassés sur la plateforme de bois, l'étroitesse du sanctuaire devint une réalité physique, presque étouffante. L'air, autrefois léger et minéral, se chargea rapidement d'une humidité lourde, saturée par cette respiration erratique et la vapeur de vêtements trompés qui commençaient à dégeler. Madeleine sentit immédiatement le changement. L'oxygène, ce bien invisible qu'elle avait tenu pour acquis, devenait la nouvelle monnaie de leur survie. Elle remercia alors en silence la prudence sombre d'Émile. Grâce à la seconde valve de ventilation qu'il avait installée en prévision d'une catastrophe, elle put ouvrir les conduits au maximum. Un léger sifflement, presque imperceptible, lui indiqua que l'air frais du dehors, filtré par la neige, parvenait encore à se frayer un chemin jusqu'à eux. C'était leur cordon ombilical avec le monde des vivants. Au centre de ce groupe prostré, le drame se cristallisait sur le plus jeune fils de Marguerite, un petit garçon de peine 3 ans nommé Thomas. Son corps était d'une raideur alarmante,
ses membres glacés ne répondant plus à aucune stimulation. Il était entré dans cette phase léthargique de l'hypothermie profonde où le cœur semble hésiter à battre. Madeleine prit les commandes avec une autorité calme, celle des femmes qui ont appris que la panique est un luxe de temps de paix. Elle ordonna à Marguerite de frictionner les 2 autres enfants, tandis qu'elle-même déboutonna son lourd manteau de laine pour presser le petit Thomas contre sa propre peau. Elle l'enveloppa dans la chaleur directe de son corps, partageant son souffle et sa vitalité dans un corax en grave corps désespéré contre la mort. Les heures s'étirèrent, devenant des siècles. Pour préserver l'huile précieuse, Madeleine éteignit la lampe. L'obscurité totale s'abattit sur le refuge, une noirceur si dense qu'elle en devenait tactile. Dans ce néant visuel, le temps perdit toute linéarité. Seuls les sons existaient encore. Le rugissement étouffé du blizzard 5 pieds plus haut, les cliquetis dedans qui s'apaisaient lentement, et la voix de Madeleine. Elle se mit à parler, puis à raconter des histoires de printemps, de rivières dégelées et de forêts en fleurs. Sa voix, basse et régulière, servait de guide, de rempart contre le désespoir qui menaçait d'engloutir Marguerite. Elle devint le phare de ce petit groupe de naufragés souterrains, la preuve vivante que la volonté humaine pouvait encore briller là où le soleil n'avait plus de droit. Soudain, vers ce que Madeleine crut être le milieu de la nuit, elle sentit un tressaillement contre sa poitrine. Un petit mouvement, infime, comme le battement d'ailes d'un oiseau qui s'éveille. Thomas émit un gémissement faible, un son déchirant qui fut pour les 2 mères le plus beau des cantiques. Sa peau, autrefois marmoréenne, retrouvait peu à peu une tiédeur humaine. Le miracle s'opérait. Le souffle revenait, régulier, chassant l'ombre de la tombe. Madeleine ralluma brièvement la mèche de la lampe pour vérifier le thermomètre. Malgré la surpopulation et la fureur de la tempête qui faisait rage au-dessus, l'aiguille restait obstinément fixée aux alentours de 8 degrés Celsius. La terre, cette alliée muette et massive, tenait bon. Elle absorbait leur détresse, régulait leur chaleur et protégeait leur sommeil. Ils étaient épuisés, affamés et entassés dans l'ombre, mais dans l'abîme protecteur de Madeleine, la vie venait de remporter sa manche la plus improbable. Ils attendraient désormais que le ciel se fatigue de sa propre colère. Le 4e jour, le rugissement s'éteignit brusquement, laissant place à un silence si dense qu'il en paraissait assourdissant. Madeleine gravit l'échelle, les muscles hurlant de fatigue, et poussa la trappe. Il lui fallut jouer de l'épaule pour dégager les débris de glace qui scellaient l'ouverture. Lorsqu'elle parvint enfin à s'extraire de la fosse, le spectacle qui s'offrit à elle était celui d'une planète morte. La cabane était une grotte de givre, mais c'est en ouvrant la porte extérieure qu'elle reçut le véritable choc. Le monde avait été nivelé. Un manteau de 4 pieds de neige immaculée recouvrait tout, effaçant les clôtures, les chemins et les repères. Le ciel, d'un bleu d'une cruauté étincelante, semblait se moquer de la tragédie qui venait de se jouer. Madeleine balaya la vallée du regard, cherchant les signes de vie. À l'est, chez les Henderson, aucune fumée. Chez la vieille Madame Pilon, le toit s'était effondré sous le poids de la neige et la cheminée restait désespérément froide. Sur les 23 foyers de la colonie, plus de la moitié ne donnait aucun signe d'activité. La joie sauvage d'avoir survécu fut instantanément balayée par une vague de plomb. Elle fit remonter Marguerite et les enfants, les aidant à sortir de leur tombeau salvateur pour les confronter à cette clarté aveuglante. Le village émergeait lentement de sa sépulture blanche, mais le bilan qui circulait déjà de bouche à oreille était atroce. 4 morts, dont la petite fille des Williams, emportée par le froid dans son sommeil, et une 12aine de blessés graves, les membres noircis par les engelures. Le lendemain, un rassemblement de fortunes eut lieu sur les marges de l'église, le seul bâtiment assez solide pour avoir résisté sans trop de dommages. L'atmosphère n'était pas à la prière, mais à la sidération. Les murmures enflaient rapidement autour de Madeleine. La nouvelle s'était propagée comme une traînée de poudre. Marguerite et ses 3 petits étaient vivants parce qu'ils s'étaient terrés sous le plancher des quartiers. La curiosité se mua en une amertume venimeuse, puis en une fureur sourde. Margaret Carlson, dont le mari forgeron venait de perdre 3 doigts sous le scalpel du médecin de campagne, s'avança, le visage ravagé par la douleur et l'épuisement. Sa voix, brisée mais tranchante, s'éleva devant la communauté. « Vous saviez, Madeleine, vous aviez bâti ce sanctuaire et vous nous avez laissé geler. Ma petite voisine est morte à quelques pas d'ici alors que vous étiez au chaud sous la terre. Comment avez-vous pu garder ce secret pour vous seul ?» Le silence qui suivit fut plus lourd que le blizzard. Madeleine sentit le poids de tous ces regards accusateurs, chargés de deuil et de rancœur. Elle aurait pu invoquer la fatigue, le manque de temps ou l'incrédulité générale. Mais elle choisit la vérité la plus nue, celle qui ne cherche aucune excuse. Elle s'avança, sans baisser les yeux, laissant voir ses mains encore bandées et son visage creusé. « J'ai eu peur, Margaret. J'ai eu peur qu'on me traite de folle, qu'on m'empêche de finir si je parlais trop tôt.
Je craignais qu'une veuve seule ne soit pas prise au sérieux. J'ai choisi ma propre sécurité et celle de mes enfants avant la vôtre, et ce silence est une dette que je porterai toute ma vie. Cette vulnérabilité brute, dépourvue de toute arrogance, agit comme un baume sur la plaie béante de l'Assemblée. La rage de Margaret ne s'éteignit pas, mais elle changea de nature, se transformant en une tristesse partagée. La haine perdit de sa superbe face à cette femme qui admettait sa propre humanité, avec ses failles et ses terreurs de mère. Madeleine ne cherchait pas le pardon, elle offrait une explication honnête. Le vent glacé continuait de mordre les visages, mais dans cet aveu, quelque chose venait de se briser. Le secret était désormais public, et avec lui, la possibilité que plus personne, jamais, n'ait à mourir de froid dans cette vallée maudite. Elle n'était plus la paria ou la sainte, elle était simplement celle qui avait survécu et qui s'apprêtait à montrer aux autres comment en faire autant. Quelques jours après la réunion glaciale sur le parvis de l'église, alors que la vallée pensait encore ses plaies et comptait ses disparus, un lourd traîneau inconnu fendit la neige durcie du chemin principal. Un homme en descendit, vêtu d'un épais manteau de fourrure et portant une mallette de cuir qui trahissait son appartenance aux bureaux gouvernementaux de la lointaine capitale. Il s'agissait d'Arthur Pelletier, un haut responsable des terres, venu non pas pour évaluer des impôts, mais pour observer un miracle. Avant même que la grande tempête ne frappe, Émile, dans le secret absolu de ses nuits de labeur, avait envoyé une missive détaillée décrivant l'ingénierie révolutionnaire de la jeune veuve. Intrigué, Pelletier demanda à descendre dans le sanctuaire. À la lueur de la lampe à huile, il inspecta méticuleusement les murs de pierre de rivière, sentit le tirage régulier de la double ventilation en fonte et contempla le thermomètre en laiton qui affichait toujours son insolent 11 degrés. Remontant à la surface, le visage grave et les yeux brillants d'une admiration totale, il déclara que cette fosse rudimentaire était la réponse absolue au fléau mortel qui décimait les colons chaque hiver. Sans hésiter, il mandata Madeleine pour rédiger un manuel officiel, un guide de construction et de survie qui serait imprimé et distribué à chaque nouvelle famille s'installant sur le territoire. Son avance pour ce travail inestimable tomba sur la table de bois rugueux en une liasse de billets neufs, $150, le montant exact de sa liberté. Gaspard Blais fut convoqué le jour même. Le marchand se présenta dans la cabane avec son éternel registre usé, mais la mort glacée qui avait frappé la vallée avait profondément ébranlé les fondations de ses certitudes. Il avait vu les petits cercueils de pain sortir des maisons dont il possédait pourtant toutes les dettes. En empochant l'argent de Madeleine, sa victoire comptable lui laissa un goût de cendre dans la bouche. Ces colonnes de chiffres parfaits ne faisaient pas de lui un homme bon, ni même un homme juste, et il venait de le comprendre avec une brutalité qui lui rongeait l'âme. Quelques jours plus tard, dans le silence de l'aube, il fit déposer devant la porte de la jeune mère des sacs de clous forgés, du bois de construction de première qualité et des provisions pour des mois. C'était une réparation maladroite, silencieuse, l'aveu muet d'un vieil homme brisé par sa propre rigidité morale. Madeleine accepta ces offrandes avec la noblesse silencieuse de ceux qui ont vaincu bien pire que la rancune humaine. Le printemps finit par triompher de la glace, comme il le fait toujours. La neige de la vallée des Laurentides fondit en torrents furieux, révélant une terre noire, riche, lavée de ses pires cauchemars. Sous la douce clarté du mois de mai, alors que les premiers bourgeons perçaient l'écorce des grands chênes, Madeleine et Émile lièrent leur destin devant la communauté survivante. Ce ne fut pas une union de nécessité, mais l'alliance indéfectible de deux âmes sculptées par le froid et le deuil, deux êtres qui avaient appris à bâtir la vie là où d'autres n'y voyaient qu'un tombeau inévitable. La cabane de Madeleine se dresse encore, silencieuse face au vent du nord. Sous ses lattes, le sanctuaire originel demeure. Il nous rappelle avec force que le deuil, tout comme l'hiver, est un vêtement lourd et implacable. On le porte jusqu'à ce qu'il prenne une nouvelle forme, jusqu'à ce que son poids devienne l'ancrage de notre propre marche en avant. La terre, majestueuse et indifférente, ne négocie ni avec nos chagrins ni avec nos mathématiques désespérées. Elle garde simplement sa chaleur intemporelle, constante et protectrice, attendant patiemment que l'humanité ait enfin la sagesse et le courage d'une mère de creuser assez profondément pour la trouver. Si cette histoire de survie et de résilience face à la fureur implacable de l'hiver vous a touché au cœur, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains récits et de partager ce témoignage d'espoir avec ceux que vous aimez. Prenez soin de vous et à très bientôt.